Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient, auteur notamment de Antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est paru chez Plomb. Au fond, il y a de très nombreuses questions évidemment à vous poser ce matin, mais quand je regarde la carte et le nombre de jours depuis le début de ces bombardements, ça fera donc une semaine demain que le monde a basculé. Et chaque jour, cette carte, elle s'élargit, la carte du champ de bataille, parce que outre l'Iran, les États-Unis et Israël, bien sûr, il y a désormais le Liban, l'Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, Chypre, la Turquie, la Syrie, la Jordanie et depuis hier, l'aéroport de l'Azerbaïdjan qui a été touché, ainsi que le Sri Lanka qui s'est retrouvé aussi entraîné dans la guerre. Jusqu'où est-ce que ça va s'arrêter? Oui, ça c'est la grande différence, c'est-à-dire que le jour où la guerre a commencé avec l'opération militaire israélienne et américaine spectaculaire qui a décapité le commandement de la République islamique, on pouvait penser que c'était seulement l'Iran qui allait être la cible. Or, très vite, l'Iran a répliqué d'abord et avant tout, en termes plus symboliques que réels, sur les pétromonarchies voisines, avec ses armes du pauvre, les drones, qui ont effectué des dommages absolument énormes en prenant en otage notamment les data centers, les centres de données que les États du Golfe avaient mis en place pour faire un peu l'économie de l'après-pétrole, en bloquant des centaines de milliers de touristes à l'occasion des vacances un peu partout. Donc, ce qui fait que chacun, en France ou ailleurs, connaît quelqu'un dont la famille est bloquée, demande des nouvelles, etc. Et donc ça s'est étendu d'une façon qui n'était pas seulement militaire, si vous voulez. C'est une manière d'impliquer, au fond, comme une sorte de toile d'araignée, Oui, un peu tout le monde. Au fond, par d'autres moyens que la guerre conventionnelle, vous voyez. Et ce qui s'est passé cette nuit est encore plus... on a franchi une étape supplémentaire avec les attaques sur le Liban. Donc vous avez eu hier un ordre d'évacuation qui a été donné par l'armée israélienne aux Libanais, essentiellement la population chiite du sud. Donc, dans un premier temps, tous ceux qui habitaient au sud du fleuve Litani, entre le fleuve Litani et la frontière israélienne, où l'armée israélienne a fait des incursions terrestres pour essayer de détruire les caches du Hezbollah, des lanceurs de missiles et autres, disent-ils, ou de drones. Et puis également dans la banlieue sud de Beyrouth, dans la Dahiyeh, où là, vous avez des centaines de milliers de personnes qui ont fui. Les images terrifiantes qu'on voit ce matin de destruction à Beyrouth sont des images qui ont été faites dans des lieux qui étaient inhabités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des centaines de milliers de Libanais aujourd'hui, chiites pour la plupart, originaires de ces quartiers, qui ont dû se réfugier ailleurs avec tous les problèmes que ça pose s'ils ne peuvent pas revenir. Ça veut dire, et on va voir ces images pour ceux qui nous regardent sur BFM TV, de ces destructions que vous mentionnez, qu'au fond, est-ce que pour le Liban, on se dit qu'il s'agit d'une sorte de retour en arrière? On a l'impression de revivre l'histoire? Oui, bien sûr, et tous les investissements qui avaient été faits au Liban, justement, aujourd'hui sont mis en question. Et c'est dans ce cadre-là que la France, qui était restée relativement en arrière de la main, se sent contrainte de marquer sa présence, non pas forcément par une intervention militaire, comme ça a été dit, mais d'ores et déjà, le porte-avions Charles de Gaulle devrait arriver d'un jour à l'autre, pas encore tout de suite, mais devrait arriver au large des côtes libanaises, puisque le Liban aujourd'hui est dans une situation de crise existentielle. Beaucoup de Libanais, y compris officiels, font état de leur inquiétude que, outre la pénétration israélienne et les bombardements venus du sud, au nord du pays, l'armée du dirigeant syrien ex-islamiste sunnite Ahmed Sharia est en train d'occuper la frontière d'une manière qui préoccupe un certain nombre de responsables libanais aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de nous dire, on va évidemment rester sur cette question Israël, Liban, le rôle de la France, mais vous êtes en train de glisser qu'au fond, il peut y avoir une forme d'inquiétude, qu'il faut y avoir une vigilance sur le nord du pays, à la frontière avec la Syrie. Ça pourrait être un nouveau front? Oui, enfin, en tout cas, c'est très inquiétant. Et aujourd'hui, si vous voulez, le Liban, qui était basé sur une cohabitation tant aussi bien que se peut entre les différentes communautés, est aujourd'hui prise au piège, finalement, de la manipulation de telle ou telle de ces communautés par des gens qui ont des enjeux extérieurs.
Manipulation des communautés. Qui sont d'ailleurs les centaines de milliers de Libanais qui ont fui le sud du Liban et à qui Israël a donné ordre, en gros, d'évacuer? La plupart sont des chiites et qui habitent dans la Dahiye, c'est-à-dire la banlieue sud de Beyrouth. Dahiye, ça veut dire banlieue en arabe libanais, et dans la zone frontalière entre le Liban et Israël, c'est-à-dire juste au nord de la frontière, dans lequel effectivement le Hezbollah était particulièrement implanté, donc qui a été très profondément impacté en septembre 2024 lorsque Hassan Nasrallah, son chef de l'époque, et grand leader dans le monde du chiisme révolutionnaire, y compris avec un droit de s'exprimer à la table des grands à Téhéran, a été liquidé par la fameuse affaire des beepers piégés, comme vous vous en souvenez. Mais néanmoins, depuis lors, un certain nombre de forces ont été recomposées. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'Israël met à profit le dérèglement général dans la région pour, entre guillemets, finir le travail avec le Hezbollah. La question est de savoir, évidemment, outre les questions militaires, combien de temps ça va durer, puisque il est impossible que ces populations qui ont tout perdu en quittant chez eux ne puissent pas revenir. Donc, combien de temps ça va durer? Et plus ça dure, plus la déstabilisation du Liban comme tel est en jeu. Et c'est là que, d'une certaine manière, la France peut essayer d'être présente pour marquer son soutien à l'intégrité libanaise. Quand on voit les images que vous mentionniez tout à l'heure et que je décris effectivement pour ceux qui nous écoutent sur RMC, de ces rues détruites, quand on entend les mots, est-ce une provocation? Est-ce un souhait de ce ministre israélien des Finances, Monsieur Smotrich, qui quand même hier a dit et a menacé la banlieue de Beyrouth, je cite, de la même dévastation que Gaza. Que Khan Younes précisément, c'est-à-dire la partie sud de la bande de Gaza qui est près de l'Égypte et qui a été complètement aplati, si j'ose dire. Il n'y a plus rien. Et évidemment, Khan Younes, c'est déjà effrayant ce qui s'est passé, mais à Beyrouth, il s'agit de proportions beaucoup plus importantes. Ce sont des centaines de milliers de personnes. Ce qui se joue quand même dans les rapports et dans les équilibres, au fond, lorsqu'on voit au tout début de la semaine le pouvoir libanais condamnait absolument la manière dont le Hezbollah l'avait entraîné, avait suicidé, c'était même l'expression utilisée, le Liban. Mais après les expressions, par exemple, de ce ministre israélien, la condamnation, elle est contre Israël. Et c'est justement un changement que vous l'avez sans doute remarqué dans la façon dont la guerre est perçue en Occident. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez d'une certaine manière une union anti-iranienne, l'Iran étant perçu par la plupart des gens comme un État terroriste. Dans un premier temps, donc, vous avez les attaques sur les pays du Golfe qui sidère parce que vous avez tellement de gens qui habitent là-bas, ne parlons pas des influenceurs et influenceuses et autres exilés fiscaux. Et désormais, vous avez un mode de fonctionnement israélien qui est un peu, par rapport au Liban, celui, Smotrich vient de le dire, vous l'avez cité, qui est donc le ministre d'extrême droite, un suprémaciste, de faire du Liban ce qu'ils ont fait de Gaza. Or, comme vous le savez, l'opposition aux opérations israéliennes à Gaza a suscité une très large condamnation dans le monde. Ce qui veut dire que la guerre qui apparaissait comme une guerre entre guillemets juste pour certains, puisqu'il s'agissait au-delà de la question du droit international, pas droit international, une sorte de guerre morale. Oui, enfin, parce que là aussi, cette question de droit international, elle revient dans la figure, si vous voulez. On peut se dire que quand un sous-marin américain envoie une torpille sur la corvette dans les eaux internationales, sans qu'il n'y ait eu de déclaration de guerre, effectivement, on est dans un autre système, le système trumpien, où, au fond, le monde a été bouleversé. On s'est émancipé des règles qui étaient construites après la Seconde Guerre mondiale et même après la fin de l'Union soviétique. Donc, on avance dans un système qui est de l'inconnu. Et c'est à ce moment-là que les perceptions, aujourd'hui, me semble-t-il, sont en train, en une semaine, de se transformer. Et justement, sur cette question-là, avant de parler du rapport avec les pays du Golfe, lorsque effectivement Israël va jusqu'à envisager, selon certains, une zone tampon, ce qui voudrait dire dans ces cas-là que les populations déplacées ne reviendraient pas. Oui. On est bien d'accord. Est-ce que là, ce serait effectivement une faute majeure, effectivement, dans le moment aussi où le Liban était dans une émancipation, un divorce
avec le Hezbollah. Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'effectivement, le Hezbollah avait perdu l'essentiel de sa capacité à influencer le Liban. Il faut bien voir que jusqu'aux frappes, la capacité militaire du Hezbollah, grâce à ce que l'Iran livrait à travers la Syrie d'Assad à l'époque, c'est-à-dire par la route, des missiles, des armes en quantité, etc., était plus forte que l'armée libanaise. Et donc le Hezbollah faisait la loi au Liban. C'était le Hezbollah qui contrôlait le pays. Ça n'était plus le cas. Et le Hezbollah restait présent, mais sur un mode mineur. Et d'une certaine manière, Israël a tiré parti l'opportunité d'en finir, mais d'une certaine manière, le remède risque d'être plus terrible que la maladie, si j'ose dire, puisque, comme vous venez de le mentionner, si tant est, et pour l'instant c'est flou, que Israël voudrait faire du Sud un no man's land, que deviendraient les populations qui habitaient là? Et donc elles sont déplacées, et ça a un nom en droit international, si vous voulez. Donc ça va poser toutes sortes de problèmes. Donc, à mon sens, les Israéliens vont sans doute ne pas suivre les propos de Smotrich, mais se retirer une fois que l'opération proprement militaire aura atteint ses objectifs. Ça peut être quoi, une question de jours? Enfin, je n'en sais rien, mais l'idée, c'est de détruire ce qui a déjà été annoncé par les médias israéliens, des communiqués militaires, à savoir les bâtiments dans lesquels le Hezbollah dissimulait des lanceurs de drones, etc. Ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, fonctionne dans une logique proprement militaire. S'il y a une occupation du Sud et si les gens de la banlieue les centaines de milliers de personnes qui sont en train de camper, d'aller chez d'autres, avec l'inquiétude de ceux qui n'ont pas très envie non plus de voir des familles de réfugiés venir dans leur appartement. Oui, donc tout ça est en train de ronger le tissu libanais, avec, comme je vous l'ai dit, les inquiétudes par rapport au nord et au régime syrien. Gilles Kepel, pourquoi ces drones sur l'Azerbaïdjan? Pourquoi avoir voulu ainsi entraîner, y compris des pays qui jusqu'à présent nous paraissaient quand même éloignés de ces préoccupations-là? Alors, l'Azerbaïdjan est un pays qui est plutôt allié à Israël, dans la mesure où c'est un pays qui est structurellement ennemi de l'Iran. Et donc, l'Iran a décidé qu'il fallait dans une logique qui est un peu une logique, je ne dis pas de désespoir, mais aujourd'hui, l'Iran n'a quasiment plus que des ennemis autour de lui. Et donc, toute personne qui ne serait pas en soutien de l'Iran est menacée de drones. Alors, c'est une logique qui est quand même extrêmement difficile à tenir sur le moyen terme, parce que le pays est complètement isolé désormais. On voit bien que son corps dirigeant, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, sont dans une espèce de logique de bunkérisation aujourd'hui. Les funérailles sont repoussées parce qu'effectivement ils ne peuvent pas sortir. Parce que c'est difficile, oui, évidemment. Et puis, il faut bien voir aussi, ça qui est très important, c'est que au mois de janvier, les manifestations très violemment réprimées qui ont suscité le début de ce processus, c'est des manifestations de gens qui étaient plutôt les classes moyennes inférieures, qui étaient le soutien du régime. C'est pas comme Mahsa Amini, il y a 2 ans, femmes non voilées, kurdes. Ça, les gens qui le soutenaient, de toute façon, détestaient le régime des mollahs. Ceux qui ont manifesté, c'était ceux qui bénéficiaient d'une certaine façon du mollah et qui ont été ruinés tout d'un coup par la spéculation des gardiens. Donc le régime n'a plus vraiment de base de soutien. Il est complètement bunkérisé et sa stratégie, c'est de tenir le plus longtemps possible, fût-ce dans des conditions de blocos, si vous voulez, en espérant que ça deviendra de plus en plus coûteux pour Trump, avec les élections, qu'Israël fera de plus en plus de provocations qui vont retourner l'opinion mondiale. Et on est un peu aujourd'hui dans une espèce de course contre la montre inversée. Trump et les Israéliens ont besoin de l'emporter le plus vite possible, et les Iraniens s'efforcent d'être résilients le plus possible, et en multipliant les cibles, par exemple l'Azerbaïdjan, comme vous venez de le montrer, mais aussi les attaques contre les pays du Golfe pour montrer leur faiblesse d'une certaine façon militaire. Donc ils espèrent que ceci... Et des attaques avec parfois, souvent là, des drones, c'est-à-dire au fond ce qu'ils appellent l'arme du pauvre, oui, mais qui est d'autant plus difficile à contrôler ou à supprimer par les arsenaux en face, voilà, qui eux sont de l'artillerie lourde. Oui, et surtout avec des disproportions financières gigantesques. Un Shahid 136, donc le drone martyr, ça vaut au maximum, les formes les plus performantes, c'est 50 000 €, mais ça peut descendre à 10 000 €. Avec ça, vous pouvez
Donc il y a une supériorité normalement balistique, j'allais dire, évidemment, d'Israël et des États-Unis, mais il y a une supériorité presque tactique dans le fait de les entraîner à dépenser, à utiliser des traits. Et c'est bien le problème d'Israël. La guerre ne commençait, moi je l'avais expliqué un peu avant, quand on était dans les préparatifs, elle ne pourrait commencer que lorsque le porte-avions Gerald Ford serait en face de Haïfa, parce que lui a une puissance de feu qui peut suppléer à la baisse des missiles antimissiles du côté israélien, parce qu'ils en ont tellement dépensé pendant la guerre des 12 jours, et ça coûte tellement cher qu'ils ne les ont pas refournis, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a des trous dans la raquette. Pas tellement du côté israélien, parce qu'Israël est protégé contre les drones, parce qu'il y a les abris, etc. Mais pour tous les autres pays, notamment ceux du Golfe, très exposés comme vitrine d'une espèce de mondialisation aseptisée aujourd'hui, ceux-là voient leur modèle aujourd'hui très affecté par la complexité de la guerre. Emmanuel Macron, qui est invité urgemment par les responsables libanais à tenter de mettre fin à ce conflit du côté du Liban, le président libanais qui demande au président français d'intervenir aussi pour qu'il n'y ait pas de troupes au sol. Est-ce que la France, de ce point de vue-là, a vraiment une influence et un jeu à jouer, ou est-ce qu'elle va se retrouver impuissante ? Alors, elle ne va pas se retrouver complètement impuissante. Et l'expression de la puissance, c'est un porte-avions en ce moment. Donc, simplement, il était en Norvège. Oui, ça, c'était pas une très bonne idée, mais c'est peut-être, on peut pas tout prévoir. Et effectivement, la pression pour mettre l'agenda libanais sur le devant de la scène, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puisque s'il n'y a pas ça, on a le sentiment que Smotrich, qui évidemment est utilisé pour faire de la provocation aussi, si c'est à lui que l'opération donne raison, c'est-à-dire si jamais la banlieue sud du Liban était transformée, c'est surtout la banlieue transformée en Khan Younes et le sud de No Man's Land, là on passe une étape qui même est probablement nocive aux intérêts des États-Unis, voire d'Israël, parce qu'on va avoir un phénomène de type post-7 octobre. C'est-à-dire, au départ, vous aviez une solidarité dans l'opinion mondiale avec Israël attaqué à cause de la razzia pogromiste du Hamas et de Yahya Sinwar, et ensuite, au fur et à mesure du bombardement sur Gaza, on a vu un retournement de l'opinion vers des choses beaucoup plus difficiles. Il faut bien voir que cette guerre, en ce moment, est aussi la suite du 7 octobre, d'une certaine manière, par d'autres moyens. Et donc, pour la comprendre, il faut la situer dans une perspective globale. Absolument, dans le sens moyennement. Dans ce temps-là, il n'y aura pas de troupes au sol. Les États-Unis, de toute façon, n'avaient pas l'air de l'envisager tellement, mais Donald Trump l'a redit cette nuit. Ça va rester une bataille dans les airs, une bataille navale ? Oui, parce que sinon il perd les élections, parce que sa base MAGA est contre les opérations extérieures. Il y en a une partie d'ailleurs qui flirte avec l'antisémitisme et qui est en train d'accuser Donald Trump de se faire manipuler par Netanyahou. Donc tout ça est quelque chose qui est compliqué, jusque et y compris dans l'opinion américaine, qui est en même une démocratie, quoi qu'on en dise, et il va y avoir des élections qui inquiètent beaucoup Trump parce que les sondages ne sont pas très bons pour les républicains. Donc ça, je crois que cette année, les troupes au sol, ça me semble exclu, mais sans troupes au sol, combien de temps les gardiens bunkérisés peuvent-ils tenir? Et plus ils tiennent, et ils s'en fichent d'une certaine manière d'être isolés, c'est vrai, plus ils tiennent, plus ils espèrent que les États-Unis Donc c'est un peu ce jeu-là qui se joue en ce moment. Merci Gilles Kepel pour vos éclairages ce matin, professeur émérite des universités, spécialiste du Moyen-Orient, votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.